Monsieur le Président, Monsieur Laporte, Monsieur Hatcher, Monsieur Simon, tout d'abord, j'émets quelques doutes sur l'efficacité du film promotionnel. Il y a quelques semaines, la ministre des Sports, Madame Laura Flessel, demandait l'ouverture d'une enquête auprès de l'inspection de la jeunesse et des sports suite à des soupçons pesant sur vous, Monsieur Laporte, concernant des accusations de favoritisme à l'égard du président du club de rugby montpelliérain, Moed Atrad. Récemment, le Canard enchaîné relevait un futur possible conflit d'intérêts en lien avec la société Sportstrap Limited, dont vous êtes actionnaire à 15%. Le souci étant que cette société souhaiterait à terme se développer vers l'acquisition de droits sportifs où les matchs du 15 de France sont potentiellement concernés. Malgré le fait que vous ayez nié être au courant de la volonté de développement de cette entreprise, le problème se pose en tant que vous êtes actionnaire. Monsieur Hatcher, nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui. Nous pouvons toutefois évoquer le contrat qui vous lie, vous, votre société Score 15, au montage de la candidature et pour un montant réglé à hauteur de 120 000 € par la FFR. Monsieur Laporte, vous avez déclaré que l'obtention de la Coupe du Monde pour la France en 2023 serait un moyen de développer le rugby au niveau mondial. Très bien. Prenons l'exemple de l'Asie, plus particulièrement de Singapour, où vous auriez signé un contrat en vue d'y favoriser l'expansion de ce sport. D'après de récentes révélations de Mediapart, la société de M. Hatcher, Score 15, implantée en Asie, souhaiterait investir environ 620 000 € sur 3 ans pour le rugby dans le pays, et de rajouter qu'il s'agit d'un placement prometteur puisqu'en contrepartie, Score 15 pourrait recevoir 25% du HSBC Singapore Rugby 7. Ainsi, messieurs, tout d'abord, pouvez-vous confirmer ou infirmer ces déclarations? Et pensez-vous que les divers conflits d'intérêts dans lesquels vous seriez mis en cause auraient pu entacher l'intégrité du rugby français et avoir nuit à la candidature de la France pour l'attribution? Merci, Monsieur Larive. Madame Buffet, merci, Monsieur le Président, vice-président. 2023 est une chance pour développer la pratique au féminin et au masculin, puisqu'il faut parler de pratique féminine. Ça doit être aussi un moment de réflexion sur le rugby lui-même, au plan national et international. Certains de mes collègues ont déjà évoqué les problèmes de la santé des sportifs, les problèmes des commotions. Il y a eu une première réunion organisée par des médecins de la Ligue, j'ai lu tout ça dans la presse, auquel la Fédé, d'après ce que j'avais lu, n'avait pas participé. Donc j'aimerais savoir quelle est l'opinion de la fédération sur cette nouvelle problématique de sportifs qui sont aujourd'hui beaucoup plus musclés, mais qui ont des vitesses sur le terrain extrêmement fortes et qui amènent ces problèmes de commotion. Deuxièmement, la question de la mutualisation. J'ai également vu dans la presse qu'il y avait certaines tensions entre la fédération et la Ligue. Quelles seraient, selon vous, Monsieur le Président, y aura-t-il besoin, y compris de légiférer sur ces rapports entre les fédérations et les ligues professionnelles? Donc là, il y a une question précise. Pour ma part, je pense que la fédération doit garder la délégation sur la Ligue. Et dernière question, vous avez parlé d'une possibilité, Monsieur Hatcher, de bénéfice sur l'organisation de la Coupe du Monde, même si je reste toujours très sceptique là-dessus. Quelle répartition dans la transparence de cette manne financière par rapport à l'ensemble de la famille? Merci, Madame Buffet. Messieurs, je vous laisse vous répartir. Oui, je vais commencer par répondre au monsieur dont je sais le nom, excusez-moi. Monsieur Larive. Larive. Effectivement, il y a une inspection générale qui a été lancée. J'en ai lancé 2, j'ai été ministre des Sports. Vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez certainement jamais. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on respectera le rapport de l'inspection générale. C'est clair, net et précis. Et que je l'attends avec beaucoup de sérénité. Voilà. Quant aux déclarations que vous me dites, que j'ai 15% dans une société, etc. Oui, c'est une société qui est une application communautaire qui n'a absolument rien à voir avec des droits télé. Et je peux vous garantir que si on en était au point d'acheter des droits télé, c'est que ce serait une société bien installée. Elle n'existe pas aujourd'hui. On n'a pas la technologie, on n'a rien. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est une société qui, je dirais, qui n'est pas en sommeil, puisqu'on cherche la technologie, mais qu'elle n'a pas vocation à acheter des droits télé, on n'en a pas les moyens. Désolé, on va essayer de faire une plateforme communautaire. Et c'est une société que j'ai lancée avec des amis depuis 4 ans. Voilà. Mais qui, pour le moment, n'a pas abouti. Donc j'ai répondu à votre question. Voilà.
Je vais me permettre, dans la continuité, de répondre exactement à la même chose par rapport à vos questions. On est un peu surpris quand même de voir, et je suppose que vous le voyez aussi, qu'aujourd'hui, les soupçons l'emportent toujours sur la vérité. Aujourd'hui, j'ai porté plainte avec porté plainte pour diffamation avec constitution de partie civile. Je n'ai jamais eu de Scorcens n'a jamais eu d'activité à Singapour, n'a jamais investi 1 euro, monsieur. D'accord? Non, mais je suis très calme, je parle fort, juste. Parce qu'à un moment donné, il faut un peu aussi remettre les choses à leur place. Jamais. D'accord? Ça ne s'est jamais passé. La convention que la Fédération française a signée avec la Fédération de Singapour, c'est pour aider la Fédération de Singapour à envoyer des éducateurs ou des arbitres pour développer le rugby dans cette région de l'Asie, dans laquelle vivent 600 millions d'habitants. C'est juste un point stratégique de développement de la Fédération française de rugby. Voilà, pour le reste, je laisse la justice française rétablir la vérité, parce que c'est le seul moyen de la rétablir. Je vais prendre un ensemble de questions et je vais commencer par la dernière, Madame la Ministre. Et je sais, chère Marie-Georges, l'attachement que vous avez à ce que les fédérations gardent leur leadership. Et je peux vous garantir que j'en ai le même. Et je le dis haut et fort, je l'ai dit durant ma campagne. Vous savez, moi j'étais dans un poste où j'entraînais l'une des meilleures équipes d'Europe. Et j'étais très bien payé. Et j'aurais pu y rester, à la différence de certains qui sont écartés. Moi j'avais la possibilité de rester 5 ans de plus. Et comme je vous le disais, à un moment donné, je me suis dit, il est peut-être temps de rendre au rugby ce qu'il m'a donné, de s'engager à la tête de cette fédération et d'apporter de la démocratie, comme on l'a dit et redit tout ce matin. Je suis fier de l'avoir fait, mais je ne suis pas venu pour que la fédération lâche tout au monde professionnel. Et je crois, et je suis en phase avec vous, que les réformes qui vont venir demain, que nous allons porter, elles sont importantes et nous aurons besoin de vous. C'est quoi le rugby professionnel aujourd'hui? D'abord, il ne donne pas assez au rugby amateur. Je parlais tout à l'heure de la formation. Moi, j'estime que sur les droits télé qui sont donnés au monde professionnel, on doit avoir une rétribution plus importante pour cibler cet argent sur la formation. D'abord, pénétrer les milieux scolaires, effectivement, aller montrer que le rugby est un sport qui a des valeurs, les amener dans nos clubs et bien les former. Tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est entre 10 et 12 millions d'euros d'investissement. Nous allons embaucher 200 cadres techniques de clubs. Quelle fédération aujourd'hui va créer 200 emplois? Mais sauf qu'il faut qu'on nous aide. Et c'est pour ça que je veux que la Ligue accompagne ce projet. Ça, c'est une certitude. Et donc, d'autres réformes font que nous avons décidé, et nous prenons le pari politique, le risque politique, de dire il y a trop d'étrangers dans nos clubs français. Aujourd'hui, un jeune, il a peu de place. Il a peu de place pour jouer dans le monde professionnel. Donc moi, je veux bien qu'on forme, qu'on développe la formation, mais il faut qu'à la sortie, ces gamins, ces jeunes, ils puissent jouer dans le monde professionnel. Donc nous avons pris, encore une fois, le risque de dire, c'est une réforme forte, à la fin de notre mandat, sur une feuille de match où il y a 23 joueurs par match, il ne peut pas y avoir plus de 7 joueurs qui ne sont pas sélectionnables pour l'équipe de France. Alors, vous savez autant que moi, c'est prendre un risque avec l'Europe, etc. Mais nous le prenons, ce risque. Sachez que l'Irlande l'a pris en 2009. C'est-à-dire qu'en Irlande, dans leur province, il ne peut pas y avoir plus de 5 joueurs non sélectionnables pour l'équipe d'Irlande. Jusqu'à présent, ça fonctionne, personne n'a été à Bruxelles attaqué, etc. Donc je crois que c'est les deux qui sont menés de pair. La formation, pénétration du milieu scolaire pour aller recruter un maximum de gamins et leur dire, mais venez, vous allez être bien formés avec des cadres techniques de club qui vont labelliser nos éducateurs. Et je suis convaincu, encore une fois, que ce projet, dans 10 ans, il portera ses fruits, que nous aurons d'abord des équipes de France, parce qu'il n'y a pas que l'équipe de France, la grande équipe de France, nous aurons des équipes de France beaucoup plus performantes qu'aujourd'hui. Sachez que nous avons perdu 12 000 licenciés des moins de 14 ans depuis 4 ans. C'est pas rien. Mais c'est logique que nous ayons tout perdu. Nous ne faisions rien en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de développement. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la Ligue qui avait le pouvoir. C'était plus la fédération. Donc nous avons remis les choses dans l'ordre. Alors c'est vrai que ça crée des frottements, ça crée un petit peu de tension. Mais encore une fois, la Ligue, moi je la respecte. Mais je dis, nous devons travailler ensemble dans un but commun, développer le rugby en France. Voilà. Et je sais aussi que nos clubs, et j'en viens, c'est pendant 7 mois la vitrine du rugby.
Donc moi je veux qu'il y ait toujours une grande équipe à Clermont-Ferrand, à Toulon, à Toulouse. Bien sûr que je veux ça. Mais je veux aussi qu'il y ait un juste équilibre pour que nos jeunes, nos gamins que nous allons former, aient accès à ces clubs et donc accès au haut niveau. Et je le dis et je le redis, je vous le disais l'autre fois avec Madame Biémoré que je salue quand on a reçu les parlementaires. Vous savez, le rugby français de haut niveau, il tient aussi à 5-6 personnes qui mettent beaucoup d'argent, et je les en remercie, dans leur club. C'est fragile tout ça. Le jour où ces gens ont envie d'arrêter, le rugby professionnel ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut le prendre en considération. Il n'est pas question de taper sur le rugby professionnel, mais de leur dire encore une fois, attention, ouvrons les yeux et faisons en sorte que ce drame n'existe pas. C'est-à-dire le jour où ces gens s'en vont, mais qu'on n'ait pas un rugby professionnel qui plonge complètement. Donc voilà. Donc nous aurons besoin de vous dans les réformes que nous menons. Ce que nous souhaitons, c'est un accompagnement beaucoup plus important, je le répète, de la Ligue et de ses droits télévision reversés pour nos formations, nos jeunes. Et je crois sincèrement que c'est un projet que vous avez toujours défendu et je vous en félicite. Ensuite, Serge va peut-être parler parce que c'est un médecin, ce qu'on appelle les fameuses commotions cérébrales, parce qu'effectivement, ça vous heurte et ça nous heurte aussi. Vous savez, c'est pas de la publicité bonne pour nous, hein, en termes de recrutement. Quand les mamans voient au ralenti 20 fois la même action où il y a un joueur qui est KO, parce qu'à l'époque, on en a tous fait, hein, on disait on est KO. Aujourd'hui, bon, c'est la commotion cérébrale. Mais Serge va vous expliquer que chez les gamins, d'abord, il n'y en a pas beaucoup, mais que c'est vrai que je comprends. Merci, ça heurte Président. les mamans, etc. C'est une évidence. Je rebondis sur ce que vient de dire le président, et effectivement l'idée de la mutualisation des moyens entre le rugby professionnel et le secteur amateur est une idée qui n'est pas tombée du ciel, Marie-Georges. Nous nous sommes inspirés de la taxe Buffet que vous aviez installée quand vous étiez ministre. Ça semble tellement évident. Et tellement évident, mais pourquoi on ne va pas un petit peu même plus loin? Et c'est tout l'enjeu de la politique portée par le président Laporte. Et je rebondis sur la question de monsieur le député, sur que peuvent faire finalement les parlementaires. Cette question de la mutualisation, derrière cette question, il y a le modèle sportif français. La question du modèle sportif français, alors on ne va pas lancer un grand débat, mais vous avez posé la question, je vous donne la réponse. Vers où doit se diriger le modèle sportif français? Un modèle qui vaut ce qu'il vaut, qui est centenaire, avec une délégation donnée aux fédérations, qui gèrent leur discipline, y compris le secteur professionnel. Le législateur leur donne la possibilité de donner une délégation de gestion à un outil qui s'appelle une ligue professionnelle, mais on reste dans le périmètre fédéral. On sent bien qu'il y a une tendance d'autonomisation des ligues et donc du secteur professionnel pour aller peut-être vers un modèle plus anglo-saxon avec un lien qui se coupe entre la délégation de service public et le secteur professionnel. C'est vraiment un enjeu très important. Nous, on l'aborde par la question financière de la mutualisation, mais l'abord, le vrai abord, c'est évidemment la législation. La législation, et que veut le législateur? Où doit se diriger le modèle français? Modèle unitaire, secteur amateur, secteur pro, avec des ascensions, ou un modèle plus libéral, finalement, avec des, je dis un mot tabou, des franchises, qui ne seraient plus que des entités commerciales, et je ne condamne pas cela, je dis simplement que c'est un débat de fond. Nous pensons que le modèle français doit rester ce qu'il est, avec une force extrêmement donnée, enfin, une très grande force donnée aux fédérations, la capacité d'avoir un secteur professionnel, mais de garder la main sur l'orientation politique. Voilà pour répondre à l'action potentielle du législateur. Pardon. Et sur les commotions, j'en viens effectivement. C'est un sujet brûlant d'actualité, avec des fois toutes les disproportions que ça peut entraîner. C'est un sujet dont la fédération s'est saisie de manière extrêmement forte. Alors effectivement, les images et les médias se sont appropriés ce sujet sur le niveau professionnel. Il faut revenir à des choses un petit peu rationnelles. On a réuni l'Observatoire médical du rugby récemment avec toutes les familles du rugby. Évidemment, en école de rugby, les commotions cérébrales sont inexistantes, quasi nulles, sauf accidentelles, et ça peut arriver que deux enfants se cognent et fassent éventuellement une commotion cérébrale, mais c'est pas recensé. Ce qui est recensé avec vraiment extrêmement beaucoup de compétences et d'applications, c'est le haut niveau professionnel. Et
Et là, on s'applique à faire quoi? On s'applique à faire de la prévention, c'est-à-dire d'abord, essayer d'agir sur les règles au niveau de la World Rugby, parce qu'on a remarqué qu'il y a certaines actions qui sont peut-être plus pourvoyeuses de commotion cérébrale. C'est de la prévention très en amont. Après, on s'attaque au problème en mettant un système de détection immédiate, c'est-à-dire de ne pas prendre le moindre risque de laisser un joueur sur le terrain en état de commotion, parce que ce n'est pas la commotion qui est dangereuse, c'est la répétition des commotions et notamment rapprochée. Donc l'idée, c'est dès qu'il y a commotion, d'être en capacité d'identifier, de mettre le joueur en sécurité, c'est-à-dire évidemment, s'il joue, d'arrêter le match pour lui et d'avoir un délai suffisamment long entre ce moment-là, excusez-moi, je ne vous vois plus, pardon, entre ce moment-là et sa reprise sur le terrain. Donc ce dispositif est déjà extrêmement performant. On le rend encore plus performant, accompagné de World Rugby, parce que c'est aussi une préoccupation internationale. Et on espère que la modification des règles, la prise en charge extrêmement claire, saine, précise des commotions cérébrales qui peuvent arriver sur le terrain, permettra un petit peu de rationaliser un débat qui, dans les médias, prend une proportion, mais c'est leur rôle, parfois un petit peu trop grande. Mais c'est une vraie préoccupation, et pas simplement du rugby professionnel, du rugby, de la pratique féminine aussi, du top 8, de la première division féminine, et puis dans le secteur amateur aussi, même si on est en Fédéral 1, en Fédéral 3, on met en place un dispositif aussi pour répondre aux questions qui nous sont posées.